Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale présidentielle guinéenne. Notre invité aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo. Il est le président de l'UFDG, également candidat du parti au scrutin du 18 octobre prochain. Avec lui, nous allons tenter de savoir si 2020 sera différent de 2010 et de 2015. Pourquoi et comment? Monsieur Diallo, merci de nous avoir accordé cette interview. Comment se porte l'UFDG? L'UFDG se porte très bien. Partout, les gens sont mobilisés pour notre victoire au scrutin du 18 octobre. On reçoit beaucoup d'adhésions. Les frustrés et les déçus des RPG viennent massivement à l'UFDG, adhérer au parti et marquer leur soutien aux candidats de notre parti, aux candidats d'une large coalition de partis politiques qui s'appelle l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, qui regroupe 34 partis politiques qui ont signé une alliance et pour soutenir le candidat de l'UFDG. Donc l'UFDG se porte très très bien. Elle est convaincue de sa victoire au prochain scrutin et elle se bat pour voter, faire voter et surtout sécuriser les votes. D'accord. L'UFDG se porte bien. Est-ce que le meilleur baromètre pour jauger de cette vitalité n'était pas les élections législatives auxquelles vous n'avez pas participé? Pourquoi avoir boycotté les législatives? En réalité, il y a un malentendu. On n'a pas boycotté les élections. Législatives, tout au moins. Alpha Condé a décidé de nous exclure. Je fais un petit rappel pour vous comprendre comment on a été subtilement exclus. Alpha Condé a fait tripatouiller le fichier. Et pour maintenir dans ce fichier beaucoup de doublons et beaucoup de mineurs. Si bien que la liste électorale qui a été affichée en décembre 2019 comportait 8 330 000 électeurs. Pour une population de 12 millions et demi d'habitants, ça représentait 68% de la population. Ce ratio en Afrique de l'Ouest tourne autour de 40%. Alors, cette explosion du corps électoral ne s'expliquait que par l'enrôlement et le maintien dans le fichier de fictifs et de doublons. L'opposition politique a contesté le fichier. On a dit que ce n'est pas possible d'aller à cette élection avec un fichier comme ça. Ils ont dit que c'est à prendre ou à laisser. Comme il n'y avait plus de cadre de dialogue, il n'y avait plus de dialogue du tout, que ce fichier est bon. Ce fichier est à prendre ou à laisser. On a dit non. On s'est mis dans l'organisation de manifestations pour exiger l'assainissement de ce fichier. Ils ont systématiquement refusé. Et puis, les dates, les délais légaux ont été naturellement dépassés. Et après, l'OIF a soutenu l'opposition en disant que ce fichier comporte 3 millions d'électeurs problématiques. La CENI a dit, bon, on a fait un assainissement, elle a éliminé 500 000 mineurs et doublons, il est resté 7 700 000. Mais on n'était toujours pas dans la norme. Il restait 2 500 000 problématiques ou fictifs. M. Alpha Condé a fait appel à la CEDEAO qui a fait le même constat. Il est apparu subitement à la télévision, dire bon, j'enlève les 2 500 000, je reporte les élections de 2 semaines pour permettre cette opération, mais l'opposition ne sera plus admise dans le processus électoral. On nous donne raison, notre revendication est satisfaite si vous voulez, mais on dit que maintenant, nous, on ne peut plus participer. Voilà comment ça s'est passé. Donc, nous étions bien entendu contre le référendum. Mais on ne nous a pas donné la possibilité de participer à cette élection avec un fichier qui avait une taille à peu près acceptable. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette équation du fichier électoral, elle est derrière nous, elle est résolue, vous pensez? Non, pas tout à fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations ad hoc auxquelles tous les commissaires de la CENI n'ont pas été associés. Les partis politiques n'ont pas été associés. On passe de 8 300 000 électeurs à 7 700 000, sans que les commissaires, tous les commissaires de la CENI ne soient associés à cette opération
pour savoir qui on a éliminé, dans quelles circonstances. Il n'y a pas eu un rapport permettant de savoir comment on a éliminé les 500 000. Après, M. Alpha Condé à la télévision décide, bon, j'enlève, parce que c'est lui qui décide de tout dans ce pays, hélas, les 2 500 000, on n'a pas pu savoir dans quelles conditions ces opérations ad hoc ont été effectuées. Maintenant, on est avec un fichier de taille acceptable de 5 400 000. C'est vrai, on a des réserves, on n'a pas été associé à ce qui a été fait, mais nous, le contexte d'aujourd'hui montre que quel que soit le fichier, Alpha Condé ne peut pas gagner une élection. Même si celle-ci n'était organisée qu'en Haute-Guinée seulement, dans ses fiefs traditionnels, il perdrait l'élection. Donc, il faut que nos gens se mobilisent, s'engagent, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'ils ne l'emportent dans un scrutin dans le contexte actuel. D'accord. Monsieur le Président, nous avons personnellement suivi votre campagne en 2010, en 2015, sauf que cette année, en 2020, on note un certain retard dans l'annonce de votre candidature à la présidentielle, contrairement aux deux scrutins auxquels on a fait allusion. Qu'est-ce qui explique cela? Il est vrai que nous avons hésité. Nous étions un membre actif, fondateur du FNDC. Au départ, une bonne partie des membres du parti ne voulaient pas que l'FDG prenne part à ce scrutin. Et finalement, la majorité a estimé qu'il fallait transporter ce combat que nous menions dans la rue et sur les places publiques, à travers les manifestations, il fallait qu'on transforme ce combat dans les urnes. Étant donné le contexte que je viens de rappeler, M. Alpha Condé aujourd'hui n'a aucun moyen de gagner une élection. D'abord, en raison de son entêtement pour tripatouiller la Constitution, de violer donc son serment, de violer la Constitution sur la base de laquelle il a été élu, mais ensuite son bilan. Aujourd'hui, regardez l'état du réseau routier guinéen. On ne peut aller nulle part. Et pourtant, il y a eu des flux financiers énormes depuis son arrivée au pouvoir. L'aide publique au développement s'est fortement accrue. L'exportation de bauxite a explosé. On est passé pratiquement de 15 millions de tonnes à 70 millions de tonnes de bauxite exportées. Toutes ces ressources sont entrées dans ce pays, mais au profit exclusif de M. Alpha Condé et de son clan. La population guinéenne végète dans la misère et peu de ménages arrivent à assurer les 2 repas par jour. Les Guinéens sont déçus et ils veulent administrer à M. Alpha Condé un vote sanction. Donc, compte tenu de cet environnement, nous, on a décidé donc d'aller envoyer par les urnes M. Alpha Condé à la retraite. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau-là, Monsieur le Président, quand vous parlez du fait qu'il ait tripatouillé la Constitution, mais vous participez au scrutin, est-ce que vous ne donnez pas une caution morale, même légale, à cette troisième candidature, à ce troisième mandat du président Condé, en participant déjà? Alpha Condé a fait un coup de force. Sa nouvelle Constitution est illégale. Il est vrai. Le Parlement mis en place manque complètement de légitimité. Je dois rappeler qu'il n'y a pratiquement pas eu d'élection. C'est les forces de défense et de sécurité qui ont organisé, dans la violence, une élection ensanglantée. Et Alpha Condé a proclamé les résultats qu'il a voulu. Vous vous souviendrez que pour les députés sur la liste nationale, on a distribué ça à Sékou Touré au palais. Ah, donnez-lui un député, donnez-lui 2, donnez-lui. On n'a même pas regardé les résultats. Pour ceux qui ont participé à cette mascarade, il a dit qu'il fallait les récompenser. Certains, c'est lui qui a payé leur caution pour donner une certaine légitimité, si vous voulez, à la mascarade. Et il a distribué aussi les députés comme ça, 2, 1, 2, 1, pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier d'un siège à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime. Mais lorsqu'il y a un coup de force, imaginez un capitaine qui surgit d'un camp militaire, qui s'empare du pouvoir, qui dissout la Constitution, qui dissout l'Assemblée et qui dit « j'organise les élections pour rendre le pouvoir au civil ». C'est sûr que c'est un coup de force, il n'y a aucune légalité, mais on participe habituellement à ce genre d'élection. Nous avons, compte tenu du contexte que j'ai rappelé, où M. Alpha Condé est complètement décrié faute de bilan, et pour les promesses non tenues, partout, en forêt, en Haute-Guinée, et pour la violation récurrente des droits humains. Je rappelle que depuis qu'il est au pouvoir,
il a été abattu. Les forces de défense et de sécurité, bénéficiant d'une impunité totale, ont abattu à bout portant plus de 200 jeunes, souvent à la fleur de l'âge. Il n'a jamais voulu qu'aucune enquête ne soit diligentée pour traduire devant les tribunaux les auteurs de ces crimes. Naturellement, qui néglige de punir le mal, le cautionne. Et on sait que l'impunité encourage le crime. Et M. Alpha Condé reste pleinement responsable de toutes ces tueries de ces jeunes qui avaient 15 ans, 20 ans, 12 ans, 200, sans compter les fosses communes qui ont été créées à Zérékoré et dans lesquelles ils ont enseveli nuitamment pour faire disparaître toute trace plus de 20 citoyens de Zérékoré. Ils sont dans les fosses communes, dans la forêt du 1er mai. Donc, compte tenu de ce bilan globalement, pas globalement, ce bilan négatif, les Guinéens ne sont pas prêts à reconduire M. Alpha Condé. Et donc, quel que soit le fichier, comme je le dis, il est hors de question qu'il donne dans les urnes. Alors, bien entendu, nous allons être vigilants et déterminés pour imposer la vérité des urnes. On n'acceptera pas, comme on l'a fait en 2010 pour la paix, pour la stabilité de notre pays. Pour 2020, il faudrait que la vérité des urnes s'impose. D'accord. On va revenir sur son bilan et également votre projet de société. Mais une dernière question sur le mandat. Du côté de la mouvance, on ne parle pas de troisième mandat, mais on parle du premier mandat de la nouvelle République. L'opposition parle de troisième mandat. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Je vous laisse vraiment me poser une question pour laquelle vous avez la réponse. On se demande aujourd'hui s'il est utile de mettre dans les constitutions des dispositions limitant le mandat à 2, puisque pour s'en sortir, il suffit juste de changer de constitution, dire que les compteurs en zéro. Le seul objectif visé par le changement de constitution, c'était justement pour dire que maintenant, nous sommes dans une nouvelle république et que M. Alpha Condé n'est plus lié par son serment antérieur, ni par les engagements pris lors des précédentes prestations de serment. Mais vous savez bien que c'est un troisième mandat. Alpha a juré sur une constitution qui stipulait que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Et il a juré de respecter cette constitution, devant la Guinée, devant l'opinion internationale. Alors, s'il aujourd'hui il est candidat pour une 3e fois, il veut être président pour un 3e mandat, naturellement, c'est une violation de le serment et c'est une violation de cette constitution. Maintenant, pour maquiller les choses, pour dorer peut-être la pilule pour les naïfs, on va dire non, nous ne sommes pas, c'est le premier mandat de M. Alpha Condé, mais tout le monde sait qu'il a exercé 2 mandats. Alors, donc, cette comédie, je sais que vous connaissez la réponse, mais comme vous vouliez que j'en parle, c'est un 3e mandat, c'est bel et bien un 3e mandat. D'accord, on va parler de son bilan. Sur ce point, M. le Président, on a l'impression que vous êtes un peu sévère envers le président Condé et le régime par rapport au bilan. Il parle d'actifs, de certains aspects positifs du bilan. On dit qu'en 50 ans d'indépendance, la Guinée n'était pas parvenue à avoir plus de 30 mégas, mais aujourd'hui on a environ 1000 mégas en termes d'électricité. On parle également d'infrastructures. Mais vous êtes en train de peindre le tableau en noir alors qu'il y a des éclaircies, non? Je retiens l'aspect dominant. M. Alpha Condé a fait reculer la démocratie. Il n'a jamais voulu organiser à bonne date les élections. Pour obtenir l'organisation des élections législatives, il a fallu manifester 2 ans et demi. Alors que l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président. C'est du domaine de la loi qui fixe les mandats. Et ce n'est pas une surprise, on sait qu'à telle échéance, on doit organiser les élections. Il a refusé. Les élections législatives, on les a organisées avec 2 ans et demi de retard. Après avoir assassiné 57 jeunes manifestants exigeant la tenue des élections législatives. Les élections locales, qui devaient être organisées en 2011, il a fallu manifester. Et ces manifestations ont été réprimées comme toujours ici, sous le règne d'Alpha Condé, dans le sang. On a commencé les élections locales, on ne les a pas terminées. Simplement,
parce qu'il a estimé que en terminant le processus des élections locales, il risquait de renforcer l'opposition parce que nous aurions gagné 5 conseils régionaux sur 8, donc Conakry. Nous aurions géré la plupart des quartiers et des districts dans le pays. Il a estimé qu'il n'installe pas les quartiers, qu'il n'installe pas les conseils régionaux, en violant de manière flagrante la loi. Nous avons fait appel à la Cour suprême qui, à notre grande surprise, a rendu un verdict obligeant M. Alpha Condé à installer les conseils de quartier et les conseils régionaux. Il a refusé. Non seulement il y a la loi qui est claire à cet égard, mais il y a aussi une décision de la plus haute juridiction du pays qui a été rendue en faveur de l'opposition, il refuse. Bon, alors ça c'est la démocratie. Sur le plan des droits humains, je vous ai parlé de 200 personnes assassinées, des jeunes. Il n'a jamais voulu qu'une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs, parce qu'il voulait assurer une impunité totale aux forces de défense et de sécurité qui, selon lui, défendent ce régime. Sacrifier donc en termes de droits humains, c'est aussi un recul pour la Guinée. Maintenant, sur le plan économique, je vous ai dit qu'il y a un flux important de ressources liées à l'aide internationale, mais également à l'exportation de nos matières premières, notamment la bauxite, et au souci des investisseurs de disposer des concessions minières, notamment sur le Simandou. Il y a beaucoup d'argent. Mais cet argent a été utilisé comment? Cet argent a été utilisé en faveur du clan. Allez à Boké aujourd'hui, à Bofa. Vous allez voir des carrières partout. Les surfaces cultivables ont été réduites. Les sources en eau ont été polluées. L'air est pollué. Qu'est-ce que les collectivités, qu'est-ce que les Guinéens ont pu tirer? C'est les membres du clan, dans l'entourage du président, c'est eux qui sont actionnaires dans les sociétés d'extraction. C'est eux qui ont le monopole du transport de la bauxite entre la carrière et la côte. La population continue de souffrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les concessions sont accordées dans des conditions opaques, sans respecter ni le code minier, ni le code de l'environnement. Alors, en termes d'infrastructures routières, pendant 10 ans, ils n'ont fait que 130 km nouveaux de routes bitumées dans le réseau interurbain. 10 ans. Le stock que le général Lansana Conté a laissé, ils l'ont laissé dégrader faute d'entretien. Aujourd'hui, pour aller à Kindia, la première ville après Conakry, vous faites 5 heures. C'est honteux. Allez en Haute-Guinée, où les jeunes ont pris conscience des promesses non tenues et ont décidé de dénoncer. Il y a une volonté de réhabiliter 800 km de route. C'est un projet volontariste. Nous sommes en train de faire le bilan de 10 ans. Ce qui va être fait pendant le 3e mandat, laissons ça. Il y a 10 ans, on a eu de l'argent, on a eu le calme, on n'a pas fait. Les ressources qui sont arrivées ont été détournées pour enrichir le clan. Aujourd'hui, si je dois apprécier, je vais me rendre à Kindia, je constate qu'il me faut 5 heures ou 6 heures. Pourquoi on ne l'a pas fait tout ce temps? Aujourd'hui, on continue de faire des promesses et dire encore on a des projets. Mais on a eu 10 ans. Il faut juger sur les faits et non sur les promesses et sur les projets à venir. Moi, je constate aujourd'hui, si tu veux aller à Kankan, tu es obligé de faire plus de 24 heures. Sauf si tu passes par Bamako et tu rentres par Kouramale et tu arrives à Kankan. Sinon, tu peux faire 48 heures. Alors, je constate que ça, c'est la réalité. Je sais que si vous voulez aller à Mali, à Tougué, je parle de ma région que je connais, mais si vous voulez faire Zérekore, Yomou, je connais quel est l'état de la route. Aujourd'hui, si vous faites Mamou Farana, vous connaissez l'état de la route. Kindia Telemele, quel est l'état de la route? Alors, Boké Gawal, quel est l'état de la route? Forekaria Conakry, quel est l'état de la route? C'est ça que j'apprécie, ce qui est concret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Je ne veux pas les juger sur les projets, je ne veux pas les juger sur les promesses qu'ils sont encore en train de faire maintenant. M. Alpha Condé est allé lancer des travaux pour le logement social, chaque Guinéen aura un logement social. Il a fait des promesses plus alléchantes en 2010 lors des élections. Mais où est le résultat? Aujourd'hui, on est à la veille d'une élection, eh bien, on fait des promesses.
Ça, on ne peut pas le juger sur les promesses, sinon ils en ont suffisamment fait en 2010 pendant la campagne et en 2015 pendant la campagne. Mais les Guinéens ne sont pas dupes. D'accord. Et vous, votre projet de société, en quoi est-il une alternative au bilan, entre guillemets, négatif de Alpha Condé? Je vais commencer par créer une administration efficace au service des citoyens. Parce que nous sommes dans un système de parti-État. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas du RPG, vous ne pouvez pas être directeur d'une école rurale. Parce que c'est le parti-État. Ce n'est pas la compétence ou l'efficacité qui est le critère de nomination. C'est l'appartenance au parti et les relations. Il faut qu'on sorte de ça. Et qu'on privilégie le mérite et les capacités. Parce qu'on veut que les Guinéens bénéficient d'un service de qualité. Si vous voulez que l'école soit bien dirigée, l'école rurale ou de quartier, choisissez le meilleur maître. Mais si vous cherchez d'abord un militant du RPG qui parfois ne remplit pas les conditions pour satisfaire sa participation à un combat politique et vous écartez le meilleur, c'est les enfants qui vont payer. La qualité du service sera affectée et toute l'économie, tout le pays va en souffrir. Donc moi, la première priorité, c'est créer une administration dépolitisée, débarrassée de la corruption, du laxisme et du favoritisme, où le mérite sera le critère de promotion des fonctionnaires, et de leur nomination et de leur promotion. Ça, parce que lorsque tu as une bonne administration, tournée vers le développement et la satisfaction des besoins des populations, tu pourras élaborer et mettre en œuvre beaucoup de projets, parce que l'administration est au centre de la réalisation, de la mise en œuvre des politiques du gouvernement. La deuxième priorité de l'IFD, c'est l'éducation. Je pense que les jeunes Guinéens ont droit à un enseignement de qualité. Il faut reformer ce système pour que le pays dispose d'un système éducatif performant et que les Guinéens sur le marché du travail, qu'ils soient compétitifs d'abord chez eux, mais aussi dans un marché de plus en plus ouvert et mondialisé. Ça, l'enseignement de base est essentiel. Puis je vais faire en sorte qu'il y ait des écoles professionnelles et pour que les jeunes soient formés par rapport à la demande urgente du marché du travail. Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Je veillerai à ça et les entreprises seront toutes engagées pour exprimer leurs besoins et que le système éducatif puisse leur former des gens qui sont capables de répondre à leurs demandes. Le secteur éducatif sera vraiment ma priorité. Alors, ensuite, il y a bien entendu les infrastructures. J'ai eu le privilège d'être ministre des Travaux publics. J'avais un programme sectoriel de transport qui heureusement, malheureusement pour le pays, n'a pas été réalisé. C'est de faire en sorte d'abord, dans le secteur des transports, à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route revêtue. Alors, le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Vous faites aujourd'hui Beila-Kankan. Ça fait 320 km, 300 et quelques kilomètres. Vous faites Kindia-Gawal, 270 km. Vous faites Labé, Tougué, Dingirai-Sigiri, 402 km. Après, il vous reste maintenant, vous avez Boké-Gawal pour quelque chose de 160 km, 180, et puis le reste, c'est des petits tronçons, Popodra-Lilouma, Tarambali-Koubia, Bissikrima Dingirai, pour faire la jonction des deux routes nationales importantes, la route nationale qui quitte donc Mamou qui va à Kankan et l'autre qui quitte la baie qui va à Sigiri. Vous avez maintenant les routes inter-États dont les projets avaient été suffisamment élaborés, parce que j'ai laissé des projets suffisamment étudiés. Certains même avaient les dossiers d'appel d'offres. Boké-Kebo, Lola Danene, Odiene Kankan, l'abbé Mali Kidougou. Et puis, bon, voilà, vous avez un réseau routier de base et vous allez mettre en place des politiques d'entretien permettant d'entretenir et de temps en temps d'élargir. Mais le réseau de base, toutes les préfectures sont désenclavées par des routes revêtues. Ça, c'est sur le plan naturellement de l'énergie. Je dois dire que, alors, vous allez dire, Alpha aime dire, on a fait des barrages. Le problème ici, c'est d'avoir quel coût, parce que
personne ne peut lui reprocher d'avoir cherché à accroître l'offre énergétique. C'est vraiment quelque chose de salutaire. Mais comment? C'est des marchés de gré à gré qui a permis d'enrichir le clan. À des coûts élevés. Aujourd'hui, on a de l'énergie qu'on devrait vendre dans les pays limitrophes, mais à des prix élevés. Les gens ne veulent pas prendre, d'autant plus que le prix du solaire est en train de baisser, et grâce justement aux innovations qu'on enregistre dans ce secteur. Mais on a construit le barrage de Caleta à 550 millions. L'étude de base réalisée par Cohen et Bélier, on était à 300 millions de dollars. Donc il y a eu des surfacturations, parce que c'est des marchés de gré à gré, qui ont permis aux membres du clan de s'enrichir. Le barrage est là, mais ce qu'il peut donner comme électricité est faible compte tenu de l'itiage. Et le prix donc d'un kilowattheure sorti de Caleta est tellement élevé que vous aurez des difficultés à l'exporter ou à le vendre même aux pauvres citoyens de Guinée. Parce qu'il faut réaliser certes les infrastructures, mais en veillant à ce que les prix soient cohérents avec les conditions économiques du moment. Mais si vous faites des surfacturations pour enrichir le clan, acheter la conscience des électeurs et sans rien réaliser d'autre, mais naturellement c'est quelque chose qui mérite d'être dénoncé. D'accord. Vous avez parlé de timing, tout cela peut être réalisé en un mandat, en tout cas les infrastructures, mais en termes de où est-ce que les richesses, les ressources proviendraient pour la réalisation, pour le financement de ces projets? Oui, alors vous avez déjà aujourd'hui, je vous ai dit qu'on exporte 70 millions de tonnes de bauxite. 70 millions de tonnes, qu'est-ce que la tonne de bauxite apporte au trésor? Parce qu'il y a plusieurs guichets. Les poches des fonctionnaires qui décident, des ministres et tout ça. Mais qu'est-ce qui revient au trésor public? Il faut voir. Je sais que CBG rapportait par tonne de bauxite 11 $ au trésor guinéen. Aujourd'hui, les derniers contrats, c'est moins de 4 $. Pourquoi? CBG, c'est historiquement prouvé, chaque tonne de bauxite extraite à Sangaridi, à ses environs, a rapporté au trésor guinéen, je l'affirme haut et fort, l'équivalent de 11 $. Les dernières conventions qui ont permis d'exploiter la bauxite ne rapportent pas plus de 4 $ au trésor guinéen. Pourquoi? Il faut se poser la question. Faire un audit du secteur et pour que les ressources que la Guinée, les ressources qui reviennent à l'État guinéen soient accrues. Par rapport, pour que la concurrence aussi soit saine entre les compagnies minières. Il ne faut pas taxer une compagnie fortement et exonérer l'autre de ça. Il faut homogénéiser les régimes fiscaux de manière à ce que la compétition soit saine. Et ensuite, moi je suis pour la transformation de cette bauxite en alumine. La Guinée est le premier pays africain à accueillir une usine d'alumine, Fria. Contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas besoin nécessairement de beaucoup d'électricité pour produire l'alumine. Mais pour passer de l'alumine à l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Bon, alors, si on transforme cette bauxite, non seulement on crée une partie, non seulement on crée des emplois pour les jeunes Guinéens, et beaucoup de candidats à l'immigration clandestine, à la délinquance et à toutes sortes d'activités illicites ou immorales, eh bien on pourrait trouver des emplois. Je vous donne un exemple. Fria, l'usine de Péchiné, l'usine maintenant gérée par les Russes, transforme 2 millions environ de tonnes de bauxite pour produire 600 000 tonnes d'alumine par an. C'est la capacité installée. Elle emploie 1200 travailleurs, emplois directs, et 2000 emplois indirects, avec les PME à côté, qui ont des contrats, qui emploient et tout. Donc, pour transformer 2 millions de tonnes de bauxite, vous avez 3200 emplois. Imaginez les 70 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça fait? Au moins la moitié. Quel emploi? Vous avez 100 000 emplois. Oh, tous les jeunes aujourd'hui qui sont au chômage ici. Mais pourquoi Alpha a été pressé d'avoir l'argent et de ne pas... Il a exonéré toutes les compagnies minières de l'obligation à laquelle elles avaient souscrit de transformer la bauxite sur place. Donc il faut revenir renégocier. Il ne s'agit pas de remettre en cause pour ne pas effrayer les investisseurs, mais il faut renégocier. Alors, dans combien de temps pourrez-vous installer une usine d'alumine? Quelle facilité l'État peut vous donner
pour que les jeunes Guinéens aient de l'emploi et pour que l'État aussi puisse avoir beaucoup plus de valeur ajoutée à l'intérieur de notre économie qu'à l'extérieur. D'accord, on va fermer la parenthèse de votre projet de société pour revenir à l'actualité récente. Le FNDC était un bloc compact. Est-ce que ce n'est pas dommage qu'il se soit implosé à la veille même de cette présidentielle? Ou pensez-vous qu'il y a espoir que les uns et les autres se retrouvent toujours dans la perspective de l'alternance? Oui, bien entendu. Moi, l'UFDG, en allant aux élections, nous avons affirmé haut et fort que nous sommes contre le troisième mandat et que nous sommes disposés à lutter contre ce troisième mandat à travers les manifestations d'Alérie sur les places publiques, comme on le fait depuis 2019, mais nous allons porter ce combat aussi dans les urnes, dans le processus électoral. Nous n'avons rien renoncé à notre engagement de lutter contre le troisième mandat à travers les manifestations. Nous pensons qu'il fallait avoir un autre front, comme c'est la vocation d'un parti politique de participer aux élections, même si toutes les conditions d'un scrutin équitable n'étaient pas réunies. Il fallait aller se battre pour gagner et se battre pour conserver la victoire et empêcher M. Alpha Condé de s'octroyer ce troisième mandat contre lequel on a fait tant de sacrifices. D'accord, on apprend, je ne sais pas si c'est officiel confirmé, la fermeture des frontières du Sénégal et de la Sierra Leone pendant cette campagne électorale. Quelle réaction vous avez par rapport à ça? Bon, il faut dire qu'on note qu'il y a une certaine panique. Parce que M. Alpha Condé, d'abord les motifs, on pense qu'on veut introduire des armes à partir du Sénégal, à partir de la Sierra Leone. On accuse même... On dit que vous avez rencontré le vice-président sierra-léonais pour recruter des mercenaires. Je n'ai pas rencontré ce vice-président depuis de longues années, ce qui est absolument faux. Je ne l'ai pas rencontré. Bon. Je ne suis pas dans ce registre. Les élections dans l'environnement électoral guinéen sont difficiles. Je me suis engagé dedans. Je dépense de l'énergie. Je dépense l'énergie. Nos militants dépensent l'énergie. C'est parce que c'est une option. Je suis républicain. Je dis que je vais aller dans les urnes et battre M. Alpha Condé. Ça demande beaucoup de dépenses. J'essaie de faire cotiser les militants pour avoir les ressources, acheter des petites sortes, des casquettes, parce que pour moi c'est la solution. Je ne suis pas engagé dans une autre aventure. Mais Alpha Condé, sous la panique, il semble que ses dirigeants aussi, le clan continue d'accuser, mais c'est parce que Alpha Condé sent qu'il est perdu. L'arrivée de l'UFDG dans la compétition l'a déstabilisé. Et aujourd'hui, il veut accuser Cellou Dalein, bloquer d'abord le processus. J'ai fait fabriquer mes t-shirts à Dakar. Alors, les camions ont commencé à rentrer et puis il a dit de bloquer la frontière sous prétexte qu'il y aurait des risques d'introduire des armes. Moi, je ne suis pas dans ce registre. Je suis dans le combat républicain. Je vais participer aux élections. Je m'investis pour ces élections. Nos militants s'investissent sans compter dans ces élections. Je ne suis pas dans ce régime. Mais M. Alpha Condé il cherche à disperser les gens. Il y a un complot, il y a une rébellion ici et là. Ils ont accusé le Premier ministre de Sierra Leone, que je connais, que je n'ai pas rencontré parce que je ne suis pas allé en Sierra Leone. J'ai fait un peu le tour de la sous-région, je ne suis pas allé en Sierra Leone. Je le connais. Mais on va accuser celui-ci, accuser peut-être d'autres leaders d'être dans une entreprise de déstabilisation de la Guinée. C'est la peur. Je veux le rassurer. C'est dans les urnes qu'on va le battre et l'envoyer à la retraite. Ce n'est pas par une autre voie. D'accord. Voilà. On s'achemine vers la fin de l'entretien. Aux Guinéens, aux amis de la Guinée qui s'inquiètent par rapport à l'issue de ce scrutin, quel peut être l'appel, le dernier mot en termes d'assurance pour clore l'entretien? Non, je pense qu'il faut que les gens... Il n'a pas beaucoup d'amis maintenant. Il en a perdu beaucoup. Parce que son aventure dans le troisième mandat lui a fait perdre beaucoup d'amis. Des amis de 40 ans qui ont essayé de le dissuader. Les autorités morales et religieuses de ce pays ont essayé de dissuader Alpha Condé. La communauté internationale a essayé de dissuader Alpha Condé. Il n'a pas voulu. Il faut qu'il se ressaisisse et laisse l'alternance démocratique s'effectuer en Guinée. D'abord, moi,
si je suis élu, je lui garantis la sécurité. J'ai envie qu'on ait en Guinée un ancien président et un président en exercice, que les Guinéens vont voir ensemble, dans les cérémonies, dans l'honneur. Parce que notre besoin de réconciliation commande qu'on ne fasse pas de chasse aux sorcières. On a besoin de réconcilier les Guinéens qui ont subi beaucoup de violence. Quel que soit le segment de notre histoire, depuis que vous prenez, il y a eu des violences. On ne peut régler ces questions que par la tolérance et le pardon. Je vais promouvoir une véritable réconciliation fondée sur la tolérance et le pardon pour que la Guinée reparte sur de nouvelles bases et que les Guinéens, dans un élan de solidarité, affrontent les véritables défis du sous-développement dans l'unité et la concorde nationale. Merci, Monsieur le Président. Ainsi prend fin ce numéro de spécial présidentiel Guinée. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFDG et de l'ANAD à ce scrutin. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africable, la chaîne du continent.